Même le Doliprane, si vous donnez 4 fois la posologie de Doliprane, vous faites une insuffisance hépatique. C'est la première cause de mortalité dans les tentatives de suicide et c'est la première ou la deuxième cause de greffe du foie, le Doliprane. Donc c'est très dangereux le Doliprane si vous le donnez 4 fois la dose. On peut parler des traitements précoces que vous avez mis en place à l'IHU pour traiter le Covid-19. Et en fait, vous, dès l'apparition du SARS-CoV-2 sur le territoire français, donc vous avez, avec vos équipes, effectué des tests PCR et pris en charge les malades. Et vous vous êtes inspiré initialement d'études chinoises qui sont sorties très tôt. Et vous avez mis au point un protocole à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine, justement. L'azithromycine est un antibiotique et qui, pour vous, ne laissait aucun doute sur son efficacité. Alors, bon, on passe outre le fait que vous avez été très décrié parce que vous n'avez pas fait d'études cliniques randomisées. Alors, je rappelle pour nos auditeurs que quand même les essais cliniques dits randomisés ont plusieurs défauts, mais notamment, ça coûte extrêmement cher et qu'il n'y a que l'industrie pharmaceutique et éventuellement les autorités sanitaires qui peuvent financer cela. Et que jusqu'à présent, à ma connaissance, il n'y a pas eu vraiment d'essais randomisés sur votre protocole, c'est-à-dire hydroxychloroquine, azithromycine, en phase précoce de la maladie. Mais vous, quand vous avez vu cette épidémie qui commençait sur le territoire, ça vous a paru intéressant tout de suite d'ajouter l'azithromycine, qui est donc un antibiotique, avec l'hydroxychloroquine, dont les Chinois avaient dit, bah, nous, on voit un effet antiviral de l'hydroxychloroquine. Pour vous, je suis un homme d'un certain âge. Donc pour vous, la vie des antiviraux commence avec le Covid, mais moi, elle a commencé il y a bien longtemps. Donc l'hydroxychloroquine, ça fait plus de 30 ans que je prescris l'hydroxychloroquine dans une maladie bactérienne. L'hydroxychloroquine était au début connue comme étant une molécule qu'on utilisait contre la fièvre d'abord, et puis ensuite contre le paludisme. Et moi, je l'ai utilisé parce que je connaissais le mécanisme et je connais le mécanisme de ce groupe de molécules. Et ce groupe de molécules, leur mécanisme est de changer l'acidité des vacuoles dans lesquelles les microbes sont dans les cellules, qu'il s'agisse de bactéries, qu'il s'agisse de parasites ou qu'il s'agisse de virus. Donc les vacuoles dans lesquelles ils rentrent sont des vacuoles qui sont assez acides, à pH 4,8, ça dit quelque chose. Et donc, si on rajoute de l'hydroxychloroquine et que dans le milieu, on arrive à 1 microgramme par ml, eh bien, on fait monter de 1 point le pH intracellulaire des vacuoles dans lesquelles il y a les microbes, et les microbes qui ont besoin de ce pH, soit pour sortir, soit pour se multiplier, ne peuvent plus se multiplier. Ça, c'est pas moi qui ai démontré quelles étaient les modifications du pH avec l'hydroxychloroquine, ça a 40 ans, ça a été publié en PNAS. Moi, j'ai démontré il y a 32 ans, 33 ans, que si on faisait ça, on empêchait une bactérie, Coxiella bagnati, puis ensuite l'agent de la fièvre acute, puis ensuite celui de la maladie de Whipple, de se multiplier. Et si on rajoutait, si les antibiotiques ne marchaient pas dans ces situations, c'est parce que à pH acide, la plupart des antibiotiques sont inactivés. Donc, mais si vous remontez un peu le pH, les antibiotiques deviennent actifs. Et donc, ça fait plus de 30 ans que je prescris de l'hydroxychloroquine dans ces conditions, avec des posologies, c'est-à-dire des doses que je maîtrise, qui sont 600 mg par jour, qui nous permettent, on a fait, je sais pas quoi, 10 000 dosages d'hydroxychloroquine. Donc, on sait qu'avec cette dose-là, au bout de 3 ou 4 jours, on a 1 microgramme par ml et que donc, on fait monter le pH et que ça marche. Voilà. Donc ça, on savait ça pour le paludisme, bien sûr. Donc nous, on a montré que c'était vrai pour la fièvre Q et puis pour la maladie de Whipple. Et puis, il y a un collègue italien qui a écrit il y a 12 ans, 13 ans, dans un article dans le Lancet d'ailleurs, en disant pourquoi on n'utilise pas l'hydroxychloroquine dans la grippe, parce que ça devrait marcher de la même manière, parce qu'elle rentre dans une vacuole et c'est la vacuole qui active les enzymes qui lui permettent de se libérer. Donc nous, on avait écrit un article avec Jean-Marc Rollin sur quelles sont les maladies virales qui pourraient éventuellement être traitées par l'hydroxychloroquine avant même le premier SARS. D'accord ? Donc quand les Chinois ont eu, parce que nous, on n'a pas eu le premier SARS, quand les Chinois ont eu le premier SARS, ils ont testé les médicaments efficaces d'une manière absolument non dogmatique. Et ils ont trouvé que l'hydroxychloroquine marchait très bien. Et à l'époque, ce qui est extraordinaire, quand on voit la suite de l'histoire, Fauci avait dit le traitement du SARS, c'est l'hydroxychloroquine. Donc on parle de l'époque de l'hydroxychloroquine.
Donc après, pour les antibiotiques, on s'est rendu compte qu'un certain nombre d'antibiotiques avaient une activité antivirale, et en particulier l'azithromycine sur les virus à ARN. Et donc, bien avant l'histoire du Covid, on l'avait testé. On a eu les plus grandes difficultés à le publier avec mon ami Musso, parce que ça choque les gens. On l'avait testé pour le virus Zika. Et ça marche très bien sur le virus Zika, et ça constituait une bonne stratégie thérapeutique, parce que on peut prescrire ça aux femmes enceintes, ça présente aucun inconvénient pour donner ça aux femmes enceintes. Et l'azithromycine a été démontré aux États-Unis que dans les infections, contrairement au message qu'on donne, dans les infections virales de l'enfant, l'azithromycine entraîne un meilleur pronostic que si on ne donne pas d'azithromycine. Et vraiment du médicament, l'azithromycine. Mais l'azithromycine n'a pas la MM pour les pneumonies en France, alors que c'est le médicament le plus prescrit pour les pneumonies dans le monde. Enfin, tout ça veut dire que dans les antibiotiques ou dans les prescriptions, il y a une part de science, une part de décision humaine dont les mécanismes ne sont pas toujours très clairs. Toujours est-il que donc nous, on connaissait l'azithromycine avant, on connaissait l'hydroxychloroquine avant, et donc dès qu'on a eu une souche, on a testé à la fois de Covid-19, du SARS-2, on a testé à la fois l'hydroxychloroquine, qui avait déjà été testé par les Chinois, qui avaient trouvé que ça fonctionnait, on a testé l'azithromycine, et on les a testés ensemble, et on a vu qu'ils avaient au laboratoire une activité synergique, ce qui est la raison pour laquelle on a déposé un projet de recherche pour l'hydroxychloroquine, et comme l'azithromycine est le traitement des pneumonies en général, on a rajouté chez un certain nombre de patients de l'azithromycine, on a vu que ça marchait encore mieux quand il y avait l'azithromycine. Donc tout ça, ça n'a pas été découvert là. Tout le problème, c'est que nous connaissions et nous dosions l'hydroxychloroquine depuis 30 ans. Bon, je ne sais pas, j'ai dû soigner 4 ou 5 000 malades qui avaient des fièvres Q ou des maladies de Whipple. Dans le monde entier, il n'y a pas un livre de médecine qui ne contienne pas l'hydroxychloroquine à la dose de 600 mg par jour pendant 1 an pour le traitement des fièvres Q chroniques. Il n'y en a pas un au monde, pas plus en français, celui des professeurs de maladies infectieuses. Nous, on avait déterminé la dose précise qu'il fallait donner, la dose qu'il fallait avoir dans le sérum. Comment on est arrivé à avoir des gens comme en Angleterre qui ont donné 4 fois la dose que nous donnions, qui sont des doses toxiques. C'est que si vous regardez n'importe quel livre de médecine, si vous donnez 2,5 grammes d'hydroxychloroquine, c'est toxique. Mais nous, on n'a jamais donné 2,5 grammes d'hydroxychloroquine, on est 600. Après, il y en a, en France, ils ont mis 400 mg par jour au lieu de 600. Donc, c'est en dessous de la dose dans les antibiotiques, la dose dans les antiviraux est une chose qui est très importante, bien entendu. Donc, il faut un peu réfléchir, il faut un peu regarder les livres. Et donc, dans l'hydroxychloroquine, on a vu partir un espèce de délire avec des gens qui n'avaient jamais utilisé l'hydroxychloroquine dans des conditions de cette nature-là, qui, les uns ont donné des surdosages, les autres ont donné des surdosages, et tout ça est parti d'une manière extrêmement curieuse. Alors, en ce moment, la modélisation mathématique pour savoir combien il faut donner, si c'est bien, c'est espèce de grande folie, comparé à le fait que depuis 30 ans, nous, on prescrit ça, et puis pas que nous, parce que pour la toxicité de l'hydroxychloroquine, il y a pour le groupe chloroquine, hydroxychloroquine, c'est des milliards de traitements qui ont été donnés, pas un peu, des milliards de traitements, traiter le paludisme avec ça. Et encore actuellement, les gens qui ont soit un lupus, des maladies inflammatoires auto-immunes, les lupus ou les polyarthrites rhumatoïdes, reçoivent de l'hydroxychloroquine à ces doses, de 400 à 600 mg, mais on ne la donne pas 2,5 g. Et il y a eu un papier dans le Lancet qui est sorti à peu près au moment du Lancet Gate sur 1 million de personnes traitées en rhumatologie avec de l'hydroxychloroquine. Et là, il les traite pendant 10 ans avec l'hydroxychloroquine sans qu'il y ait de mortalité cardiaque. Donc tout ça est un fantasme. Et c'était extraordinairement intéressant parce que comme on ne peut pas lutter contre les fantasmes, enfin moi je ne sais pas le faire en tout cas, on ne peut pas lutter contre les fantasmes, il faut être patient, on ne sait pas quoi faire. Vous voyez, dans le même groupe de journaux, vous avez dans le Lancet, 1 million, tous les rhumatologues ont mis leur truc en commun pour regarder si, quand ils traitaient avec l'hydroxychloroquine comparé à un autre traitement, la sulfadiazine, les polyarthrites rhumatoïdes, ils avaient plus d'accidents cardiaques. 1 million de personnes. Ils n'en ont pas plus. Mais pourquoi ce papier, tout le monde s'en fiche? Et il y a des gens qui continuent à inventer la mortalité en partant d'études dans lesquelles on a donné des posologies de malades. Je ne sais pas qui a inventé de donner des posologies pareilles.
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme si vous disiez maintenant il faut retirer le Doliprane de la circulation parce qu'il y a des gens qui se suicident au Doliprane. Il y a plus de suicides au Doliprane que de suicides à l'hydroxychloroquine, mais vous pouvez vous suicider à l'hydroxychloroquine si vous voulez. Hein. Il suffit de prendre des doses qui sont des doses toxiques. Exactement. Et vous faites référence, en parlant de ces gens qui font des modèles, etc., ce papier de Pradel qui s'est appuyé notamment en plus grande partie sur l'essai Recovery pour dire que potentiellement il y aurait eu, je ne sais pas combien, 17 000 décès dus à l'hydroxychloroquine. Donc c'est une étude qui est un modèle totalement fallacieux. Hein, ça, il y a beaucoup de gens qui ont décrié justement ce papier. Et d'ailleurs, il y a une étude qui est complètement indépendante de l'IHU qui a repris vos données, les données de l'IHU. Je rappelle aux auditeurs que toutes les données de l'IHU que vous avez déposées sur un serveur ont été contrôlées par huissier. Donc, pour ceux qui vous ont accusé encore de tout et n'importe quoi, donc ces données ont été certifiées et qu'une étude indépendante a confirmé qu'effectivement, le traitement azithromycine et hydroxychloroquine avait une efficacité de l'ordre de 60% dans la réduction de risque de transfert en soins intensifs et de décès. Et pourtant, là, pour le coup, dans les médias, on ne disent pas cela. Et au contraire, ce qu'on a constaté presque depuis le début 2020, c'est que dès qu'il y avait une étude qui concluait à l'inefficacité de l'hydroxychloroquine, ça faisait les grands titres. Est-ce que tout ça, ça vous surprend? C'est quoi le but, selon vous? Je pense que si vous voulez avoir le plus de données, je répète souvent, mais je vous conseille de le regarder parce que c'est facile. Vous regardez earlyc19.com où il y a maintenant 3500 études qui ont été analysées sur le traitement du Covid-19 par tous les produits, y compris les vitamines, y compris etc., et qui tombent sur des chiffres qui sont exactement l'analyse, la méta-analyse de ça donne des chiffres qui sont exactement ce que nous trouvons. Donc on n'a pas du tout de... D'abord, les gens qui ont commencé à penser quelque chose, les faire changer d'idée, c'est très compliqué. 2, il y a eu cette histoire qui, pour moi, n'est pas claire. Je ne sais pas si un jour elle sera éclairée. Je suis étonné que, avec les conséquences qu'elle a eues, il n'y ait pas une enquête dessus, qui a été le Lancet Gate, où des gens qui étaient inconnus dans le monde des maladies infectieuses rapportent qu'ils ont des données sur 90 000 patients et qu'il y a une mortalité de 10% chez ceux qui ont pris l'hydroxychloroquine. Là-dessus, le ministre, M. Véran, décide d'arrêter tous les essais en cours, toute la prescription, toute l'hydroxychloroquine. L'OMS fait pareil. 3 jours après, tout le monde se rend compte que c'est du délire. Donc l'OMS retire son interdiction, mais M. Véran ne changera plus jamais. Et donc, la prise en compte de ce truc dont on sait que c'est un faux grossier, hein. Mais vous voyez, c'est la raison pour laquelle ça nous a intéressé de dire comment on peut éviter ces faux, parce que nous, quand on a commencé, il y a des collègues, y compris, enfin, moi, je ne pouvais pas imaginer ça, des gens que je connais depuis 30 ans, qui disaient qu'on avait caché les morts. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a pris, nous, les données brutes, des banques de données qui ne nous appartiennent pas. Il faut savoir que l'IHU n'est pas du tout un établissement autonome de soins, c'est une partie du CHU, donc tous les malades sont enregistrés sur les serveurs du CHU de Marseille, et donc elles sont accessibles à qui veut les regarder. Donc les traitements sont donnés par la pharmacie centrale, il n'y a pas de pharmacie dans l'IHU, c'est la pharmacie des hôpitaux, donc toutes les prescriptions qui ont été faites par la pharmacie des hôpitaux, donc c'est vérifiable. Et pour la mortalité, ce qu'on a regardé, c'est ce qui se passait dans les 3 mois dans la mortalité rapportée de l'INSEE, nom par nom. Donc, et vérifié par un huissier. C'est la première fois qu'on a une étude qui est entièrement validée de manière entièrement externe par des gens enfin, si cet huissier trichait, il n'aurait plus le droit d'être huissier. Enfin, donc, il ne peut pas y avoir d'erreur. D'ailleurs, moi, j'ai demandé plusieurs fois à la NSM, dont c'est le métier, au ministère de la Santé, dont c'est le métier. Il y a un député qui a demandé 2 fois, pourquoi vous ne regardez pas si c'est vrai ce qu'ils disent? 30 000 cas. Vous n'avez pas d'autres endroits où il y a 30 000 cas qui ont été traités avec divers traitements, parce qu'il y avait des médecins qui faisaient d'autres choix, il y avait des malades qui disaient qu'ils ne voulaient pas prendre, on leur posait, on allait toutes les fiches de tous les patients qui disent oui, j'ai été informé, je veux, puis il y a des gens qui disent je ne veux pas, et puis il y a des gens qui ont posé pas la question parce qu'on pensait qu'ils pouvaient avoir une contre-indication. Donc tout ça, toutes ces données-là il suffit de les vérifier.
Tandis que vous ne pouvez pas vérifier le Lancet Gate. Quand on leur a demandé, on dit non, on a pris l'engagement de ne donner les sources à personne. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que ça a été supprimé d'ailleurs, hein, parce qu'ils ne pouvaient pas donner un dossier. Donc, il faut voir, c'est bien, nous, ça nous a appris, j'espère que ça sera une référence dans le monde à venir, vous voyez, que les cohortes soient entièrement transparentes et entièrement disponibles pour qu'on puisse les analyser et qu'elles soient complètes, vous voyez, qu'on n'élimine pas les cas qui vous embêtent, vous voyez. Qui est le problème des effets randomisés en double aveugle, c'est que ça ne sont pas vos malades, donc vous n'engagez celui qui écrit le papier à la fin, il n'y a que lui qui sait ce qu'il y avait dedans. Et quand c'est l'industrie pharmaceutique, j'ai moyennement confiance, vous voyez. Au bout d'un moment, on dit non, vous êtes complotiste, etc. Il y a 10 condamnations de l'industrie pharmaceutique tous les ans pour corruption, pour mensonge, pour. Enfin, faut voir ce que c'est que l'Oxycontin. On estime qu'il y a 500 000 morts basés sur des mensonges. Le laboratoire qui a dit que maintenant ce dérivé de la morphine n'était pas addictif, on pouvait le prendre comme n'importe quel antidouleur. Enfin, qui c'est qui peut. Vous vous rendez compte ce qu'elle a fallu mettre comme argent pour réussir à faire croire. C'est McKinsey qui a fait la campagne pour arriver à faire croire qu'un dérivé de la morphine n'était pas addictif. Enfin, c'est tellement bête. Vous voyez. C'est fou, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais le viol, on estime que c'est 50 000 morts, tout ça, et après, les mêmes, Lancet, le New England ont fait des excuses, la FDA a fait des excuses, on s'est trompé, on n'a pas regardé les données, on n'avait pas toutes les données, mais ça n'empêche pas qu'on recommence l'année d'après, on prend les mêmes et on rejoue pareil. Et après, quand on dit, enfin, quand même, c'est le New England, quand même, c'est le Lancet, vous voulez voir le nombre de fois où le Lancet et le New England se sont excusés en disant, on n'avait pas vu. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter. Enfin, moi, je suis pour séparer la science financée par l'industrie du reste de la science, parce qu'il y a une qui est pas de la science, c'est du commerce. Enfin. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais finalement, sur ce dossier hydroxychloroquine, on peut se demander qui veut la peau de l'hydroxychloroquine. Est-ce qu'il y a des gens qui ont à craindre finalement que votre traitement était efficace et qu'on aurait mieux fait de soigner précocement la maladie au lieu de laisser les gens chez eux avec du Doliprane? Non, mais si vous voulez, quand même, là, il y a une innovation qui est particulière, c'est que quand même, c'est la première fois, moi, que j'entends un gouvernement dire ne vous soignez pas. Enfin, n'allez pas voir de médecin, de dire aux médecins ne recevez pas les malades et aux malades n'allez pas voir de médecin. Moi, je n'imaginais pas que j'entendrais un truc comme ça dans ma vie. Enfin, c'est un truc, on soigne les gens depuis aussi longtemps qu'il y a des cultures humaines, il y a des gens qui soignent les gens. Enfin. Donc, si vous voulez, on a inventé là un truc qui était absolument inouï, qui est de dire, si vous êtes malade, prenez du Doliprane. Et il y a que quand vous serez essoufflé, avant même que les gens aient commencé à examiner les malades pour savoir quels étaient les symptômes des malades. Or, il se trouve que l'essoufflement est un symptôme qui est un symptôme au moment où les gens ont une détresse respiratoire dans cette maladie. C'est pas comme la grippe. C'est beaucoup la faute de Fauci, qui a dit ça va se présenter comme la grippe et donc tant que les gens sont pas essoufflés, c'est pas grave. Cette maladie n'est pas pareille du tout et donc dans cette maladie, l'essoufflement arrive extrêmement tardivement parce que le dioxyde de carbone s'accumule très tardivement dans cette maladie alors qu'on a déjà plus d'oxygène dans le sang. Et donc quand les gens arrivaient et qu'ils étaient essoufflés, en réalité, ils allaient tout de suite en soins intensifs parce que c'était extrêmement tardif. Mais ça, on peut pas le savoir si on n'examine pas les malades. Quand vous examiniez les malades, moi, j'ai discuté avec des amis urgentistes et réanimateurs marocains, ils disaient, vous savez, on a vu tout de suite, dès qu'on mettait un cathéter, le sang coagulé dans le cathéter. Donc, il y avait des troubles de la coagulation. Il fallait anticoaguler ou isocoaguler ces malades. Mais pour le savoir, il faut les examiner d'abord. Enfin, il faut regarder les malades. Une maladie nouvelle, on peut pas dire, écoutez, c'est comme la grippe, restez à la maison et prenez du Doliprane. Vous voyez, c'est quelque chose. Et bien entendu, tous les gens qui sont responsables de ça voient bien si ce que nous on dit, c'est-à-dire que vous épargnez, le dernier calcul, c'est vous diminuer de la mortalité par 2 au moins. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y aurait eu 2 fois moins de morts, quand même. C'est ça que ça veut dire. Et nous, quand on a proposé, parce que les gens il y a le fantasme des études randomisées, c'est un truc qui est fait pour les maladies chroniques et pour que la maîtrise de l'essai reste au laboratoire et pas au médecin. Donc ça n'a pas, en particulier dans les maladies aiguës,
il n'y a aucun travail au monde qui ait montré que ça servait à quelque chose. Donc c'est pas vrai. C'est de l'intoxication. C'est comme les modèles mathématiques de Ferguson. Jamais une fois ça a marché. Donc il faut arrêter de dire que c'est comme ça. C'est pas vrai. Il y a même eu dans ceux qui ont le plus utilisé les essais randomisés, la Cochrane Library, une étude comparative entre les études non randomisées et randomisées. Le résultat, c'est le même. Et je peux vous dire que 70% des recommandations en maladies infectieuses sont faites alors qu'il n'y a jamais eu d'études randomisées dessus. Donc d'un coup, ça devient une manie parce que du coup, vous donnez les seuls qui aient la main. Et nous, on a demandé 2 fois à faire des études pas randomisées mais clusterisées, c'est-à-dire on s'était rendu compte parce que on avait un collègue qui était médecin dans un EHPAD qui a commencé à nous envoyer les malades et quand il a vu le résultat, il a dit non mais attendez, il y a une différence spectaculaire. On l'a publié avec lui. On a fait diminuer la mortalité de 50% chez des gens d'EHPAD, des gens très âgés. Hein. On a fait 2 fois des demandes pour pouvoir faire une étude par cluster, c'est-à-dire comparer un EHPAD à un autre. Les 2 fois, on nous l'a refusé. Donc, on n'a même pas pu retester ce que nous avions trouvé en faisant notre travail au jour le jour. On n'a même pas pu le tester parce qu'il y a des gens qui vous disent non, c'est pas comme ça qu'il faut faire et que vous tiriez chaque patient au hasard. Mais on peut pas faire ça. Alors, une fois que les gens sont embrigadés dans quelque chose, que vous avez demandé à tout le monde son avis, que les gens ont répété 50 fois leur avis sur les plateaux de télévision, il faut leur demander de changer d'avis. Vous savez, c'est un peu compliqué. Hein. Mais c'est pas que l'hydroxychloroquine. Les gens ont les plus grandes difficultés à reconnaître leurs fautes, leurs erreurs. Et si vous leur dites, écoutez, ce que ça représente comme erreur, peut-être quelques dizaines de milliers de personnes de morts en plus en France, je comprends qu'ils soient inquiets quand même. 1 million de personnes. Je n'en demande pas plus, mais pourquoi tout le monde s'en fiche? On tente d'études dans lesquelles on a donné des posologies de malades. Donc, je ne sais pas comment qui a inventé de donner des posologies pareilles. Donc, qu'est-ce que je vous dis? C'est comme si vous disiez maintenant il faut retirer le doliprane de la circulation parce qu'il y a des gens qui se suicident au doliprane. Il y a plus de suicides au doliprane que de suicides à l'hydroxychloroquine, mais vous pouvez vous suicider à l'hydroxychloroquine si vous voulez. Hein. Il suffit de prendre des doses qui sont des doses toxiques. Exactement. Et vous faites référence, en parlant de ces gens qui font des modèles, etc., à ce papier de Pradel qui s'est appuyé notamment sur, en plus grande partie sur les séries Covori pour dire que potentiellement il y aurait eu, je ne sais pas combien, 17 000 décès dus à l'hydroxychloroquine. Donc c'est une étude qui est un modèle totalement fallacieux. Hein, ça. Il y a beaucoup de gens qui ont décrié justement ce papier. Et d'ailleurs, il y a une étude qui est complètement indépendante de l'IHU qui a repris vos données, les données de l'IHU. Et donc je rappelle aux auditeurs que toutes les données de l'IHU que vous avez déposées sur un serveur ont été contrôlées par l'huissier. Donc pour ceux qui vous ont accusé encore de tout et n'importe quoi, donc ces données ont été certifiées. Et qu'une étude indépendante a montré, a confirmé qu'effectivement le traitement azithromycine hydroxychloroquine avait une efficacité de l'ordre de 60% dans la réduction de risque de transfert en soins intensifs et de décès. Et pourtant, là, pour le coup, dans les médias, on n'a pas, les médias ne disent pas cela. Et au contraire, ce qu'on a constaté presque depuis début 2020, c'est que dès qu'il y avait une étude qui concluait à l'inefficacité de l'hydroxychloroquine, ça faisait des grands titres.